Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Je vous rappelle que le magazine Ça va causer Afro-Monde met l'accent réellement sur les réalités afro-black ici même en Amérique du Nord et plus particulièrement à Montréal. Nous sommes au Québec, on vient de sortir un petit peu de la période du mois de l'histoire des Noirs comme tel, mais je vous assure que depuis déjà un certain nombre d'années, on a vu les Africains et Africaines qui émergent de plus en plus. On vit ici beaucoup parmi nous depuis de très nombreuses années, mais quand même, on s'intègre à notre manière. Et aujourd'hui, nous recevons une grande dame. D'après ce qu'on nous a dit d'elle, elle est très active. Elle est originaire du Sénégal, Nanga Def. Magnifique. Comment ça va? Très bien, très bien. Lorsque je dis Nanga Def, on va juste traduire parce que je n'aime pas perdre mon famille public. Ça veut dire quoi ça, Nanga Def? Comment tu vas? Et moi, je te réponds, magnifique, je vais bien. Ça, c'est en Wolof. C'est en Wolof, effectivement. Et le Wolof, ça, c'est la langue principale du Sénégal. Oui, la plus parlée au Sénégal. C'est sûr qu'il y a les gens du Nord qui parlent le Peul. Oui. Et on a différentes langues là, mais le Wolof, c'est la langue la plus parlée au Sénégal. Dites-moi, avant d'aller plus loin, là, comme j'ai une Sénégalaise, madame, monsieur, c'est un peuple fier, je vous le dis, ils sont très fiers. Je les connais. Dites-moi. Ça, c'est vrai, c'est reconnu. Ah oui, ça, c'est reconnu. En plus de votre nourriture. Hein. Le thieboudjen. Le thieboudjen, oui, le thieboudjen national. Ça, on dit que ça va aller comme plat, paraît-il, au niveau du Karma de l'UNESCO. De l'UNESCO, oui. Ça c'est vrai, ça? Ben, ils sont, j'espère que ça va être approuvé comme patrimoine, là. Oui. Je ne pense pas que ça le soit actuellement, mais je sais que c'est ce qu'on veut vraiment. Dites-moi, avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec notre rencontre ici. On parle beaucoup d'une langue africaine internationale qui permettrait à tous les Africains de se comprendre une forme d'unité qui suscitée par l'Union africaine, paraîtrait-il. Parce que nous sommes des peuples colonisés, nous avions nos propres dialectes, nos propres langues qu'on a surnommées en dialectes, qu'on a effacées pour nous permettre d'être désacculturés. Ça, c'est ma manière de dire les choses. Donc, on parle le français, parce qu'on est dans anciennes colonies francophones, on parle l'anglais, parce qu'on vient d'autres pays, on parle l'espagnol, le portugais. Le portugais. Il y en a qui ont parlé d'une langue qui unirait les Africains. Ils ont parlé d'une langue que moi je considère comme étant une langue créée, importée, le swahili, un peu ce que j'appelle, comment dirais-je, une forme de langue créée par les Arabes pour faire des affaires comme telles au niveau de l'esclavagisme. On parle de cette langue qui pourrait unir les Africains. Vous avez une langue qui s'appelle le Wolof, dont vous êtes très très fier, une langue dont Youssou N'Dour, la tête d'affiche de la musique sénégalaise, s'active, ainsi que d'autres Sénégalais. Vous avez cette culture, cette fierté-là, cette littérature sénégalaise qui est très très prononcée. Qu'est-ce que vous dites de cela, vous, personnellement, avant d'aller plus loin? Je sais que pour le Sénégal, ça va être vraiment très dur, peut-être d'intégrer ça. Parce que, comme tu le dis, nous, on essaie de revenir à notre langue. Parce qu'on trouve que, comme tu l'as si bien dit, on a été colonisé, on a pris le français. Et là, nous, on pense vraiment qu'en mettant le Wolof à la base, à l'éducation, dans les écoles, justement, ceci peut permettre... À la radio, dans tous les médias. À la radio, dans les médias, ceci peut vraiment permettre au Sénégal de devenir vraiment un pays indépendant. Oui. On croit en notre langue et puis tu peux voir que peu importe où est un Sénégalais dans le monde, il garde ses racines. Ce Sénégalais-là garde sa langue. Le Wolof. Le Wolof. Ça vous unit. Ça nous unit. Et tu vas voir même nos enfants nés au Québec parler cette langue. Par le Wolof. Oui. Également. Et ça, c'est très rare dans notre communauté de le voir. Et donc, c'est quelque chose qui nous unit. C'est, tu vas voir des Peuls, tu vas voir des Diola, mais on se retrouve tous autour du Wolof, malgré tout. Et évidemment, du thieboudjen. Oui, et du thieboudjen, c'est vrai. Mais on garde notre Wolof, tout le monde le parle. Et puis, je pense que ça nous unit, ça nous unifie. Donc, nous, pouvoir sortir du Wolof pour aller vers une autre langue, ça devient moi, je suis réticente, oui. D'accord, merci. Qui est Fatou Diop? Ça, c'est une très belle question, mais en même temps, c'est très difficile des fois de dire qui est Fatou. Moi, je vais dire que c'est la jeune fille qui a immigré en 2003, quand j'ai eu mon baccalauréat au Sénégal, une jeune fille toute innocente. Ah, innocente, peut-être pas.
Quand on émigre, c'est parce qu'on est sage. Oui, mais on a réfléchi. Il y a quand même la réflexion qui est là. je ne pense pas qu'à l'époque, c'était réfléchi parce que je venais d'une famille de 3 enfants où, pour quitter la maison, il fallait avoir le bac. Donc, c'était une famille, je dirais, tranquille, bien. Et puis, mes parents, pour eux, pour sortir de la maison, il fallait avoir le baccalauréat. Et pour eux, aller faire des études, c'était quelque chose de très normal. Donc, il fallait payer les études pour les enfants. Pourquoi c'était très normal? Parce que c'était la suite logique. C'était à l'époque où maintenant on voit de plus en plus d'écoles privées au Sénégal, mais il n'y en avait pas eu énormément à mon époque. Tu sortais de l'école privée, tu avais ton baccalauréat, tu étais orienté vers les universités et c'était pas trop ça. Maintenant, on voit l'émergence des écoles privées, des gens qui ont été à Québec, qui sont retournés, qui ont créé des BAI, beaucoup d'écoles privées. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et même au niveau des universités, maintenant, on a des universités qui sont vraiment très privées, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, mes parents, à l'époque, jugeaient qu'il fallait qu'on puisse aller en France, intégrer des bonnes écoles là-bas et peut-être revenir au pays pour pouvoir travailler pour notre pays. Donc, c'est naturellement comme ça qu'en 2003, je suis allée en France, à Strasbourg, près de l'Allemagne, où j'ai fait mon parcours universitaire jusqu'en 2012, où le Québec est venu me prendre des mains des Français pour me ramener, parce qu'à l'époque, au Québec, c'était l'immigration choisie, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient des diplômes et qui étaient en France, qui voulaient venir, le Québec leur ouvrait grand les bras. Venez travailler chez nous, venez continuer votre vie. Et puis, c'est de là qu'en sortant de l'université, j'ai vu un kiosque venir au Québec, immigrer au Canada. Et puis, je me suis lancée, je suis allée, j'ai pris les documents, j'ai rempli. Et je suis arrivée comme ça en 2012, en juin 2012. Et depuis, je suis devenue la Fatou qui a décidé de ne pas juste m'asseoir, regarder les choses. J'ai décidé d'impacter la vie des gens, les gens que je croise au quotidien. J'ai décidé d'agir pour ma communauté. J'ai décidé d'accompagner ma communauté et j'ai décidé d'inspirer ma communauté. Donc, en quelque sorte, Fatou, c'est cette femme-là. Dites-moi, en France, vous avez fait quelle spécialisation? Moi, je suis curieux. Très curieux. J'ai fait un master en marketing management international, ce qui m'a valu un parcours aux États-Unis parce que le volet international faisait qu'il fallait que je maîtrise l'anglais. Oui. Et j'ai fait aussi un cursus d'1 an en Espagne parce qu'il fallait que je maîtrise l'espagnol. Oui. Donc pour faire le marketing international, il fallait absolument que vous parliez l'anglais couramment ainsi que l'espagnol. Donc, ce qui m'a valu... il y a un très grand marché hispanique. On parle de toute l'Amérique latine, c'est ça? On parle de toute l'Amérique latine et puis tous les pays là qui parlent vraiment l'espagnol. Mais moi, j'ai eu à faire 6 mois à Palma de Mallorca et 6 mois à Barcelone. Et puis, c'était l'immersion totale afin de pouvoir... C'était vraiment l'immersion totale? Oh oui, c'était vraiment l'immersion à Barcelone. C'était l'immersion parce que je n'étais pas à Barcelone. J'étais à Vila de Cans, qui est comme un peu en dehors. Quand on parle d'ici, c'est je suis à Montréal et puis je vais travailler à Charlemagne, tu vois, des coins plus reculés. Donc, j'étais vraiment à Vila de Cans. Donc, ça veut dire que vous avez eu le temps, je sors vite, mais je vais revenir très vite. Vous avez eu le temps de sentir un petit peu le côté nationaliste à Barcelone? Oui, j'ai vraiment eu le temps de le sentir. Oui, je l'ai vraiment senti parce que j'habitais dans une famille espagnole. Justement, oui. Oui, et ça, il n'y avait pas mieux. Ils sont très authentiques. Oui, très authentiques, même au niveau de la langue. Donc, la royauté, eux, ils veulent pas entendre parler de ça? Non. Oh là là. Non. Donc, on vit les mêmes choses ici. On vit les mêmes choses ici. On vit vraiment. Et puis, c'était à l'époque, quand même, c'était quoi? En 2008, je vais dire? Oui. Donc, c'était à l'époque. Maintenant, certainement, ça a changé, tu sais, avec l'émergence des réseaux, les jeunes qui voyagent, qui partent partout. Ça a changé. Mais écoute, à l'époque, quand j'y étais, oui. Et puis là, voilà. Je vous ramène ici. On est à Montréal. Vous avez émigré quand même de façon, je dirais, pratiquement classique ici. On est allé vous chercher par rapport à vos connaissances, par rapport à votre formation. Donc, vous avez été choisi comme tel. C'est un peu différent d'autres immigrants français aussi, qui viennent ici, qui ont une formation académique, qui ont des compétences,
mais qui sont choisis pour des contrats très précis. Un contrat très précis, je prends l'exemple de la médecine. Un spécialiste, chirurgien, qui très très connaisseur, qui a un contrat ici pour l'enseignement. Tu enseignes à l'université tel domaine. Après le contrat, le monsieur demande est-ce que je peux continuer à travailler. On lui dit non, il faut passer par tel. Donc il a dû rentrer en France. Pour vous, ça n'a pas été le cas? Non, moi, ça n'a pas été le cas parce que j'ai patienté. On avait le choix à l'époque, c'est-à-dire de venir et puis tu avais un contrat pendant 1 an où tu venais pour 1 an et puis tu pouvais rentrer. Par contre, tu avais la possibilité de déposer tes diplômes et puis d'attendre pour avoir la résidence permanente. L'équivalence finale. Voilà. Et puis en ayant la résidence permanente, tu rentrais et automatiquement tu pouvais rester éternellement. Alors ça veut dire que les diplômes français sont reconnus ici? Oui, les diplômes français sont reconnus vraiment en faisant l'équivalence. Pardon? C'est faux lorsque les gens disent que non, les diplômes français ne sont pas nécessairement... Ben, ils sont reconnus, mais après, en faisant l'équivalence, c'est sûr qu'eux, ils le mettent au niveau québécois. Mais le fait que ça soit reconnu, oui, c'est reconnu. Maintenant, est-ce que c'est rabaissé à un certain niveau? Oui. Oui, ça c'est vrai. Chaque pays, évidemment... Oui, chaque pays a ses on va dire, lois et règlements. Mais oui, ça a été réduit à un certain niveau, ça c'est sûr. Mais écoute... moi, ça m'a pas vraiment affecté. Alors, on va parler de votre intégration dans votre belle région, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut vous présenter? Qu'est-ce qui fait que madame soit réellement reconnue? On vous a même invité lors du mois de l'histoire des Noirs pour pouvoir présenter quelque chose. On parle de quoi ici? Ben, on parle d'une leader communautaire. Je suis leader communautaire. Je suis aussi ambassadrice de la diversité ethnoculturelle. J'ai 2 organismes, une que j'ai cofondée, une autre dont je suis fondatrice, qui œuvre vraiment à la population, à l'immigration. Pardon. Quel organisme? Quel organisme? OK. La première, c'est Communauté Noire en région, que j'ai cofondée dans la Nodière, à Terrebonne. Et la deuxième, c'est la Fondation Cheta, aussi, organisme à but non lucratif que j'ai créé aussi, toujours à Terrebonne, où on aide vraiment la population vulnérable, la population immigrante, et puis c'est ça. Le premier organisme aussi? Oui, les 2. Aussi, vous avez le même mandat? Pas les mêmes missions. On va dire, un, c'est vraiment axé sur l'entrepreneuriat de la communauté noire. Et deuxième, c'est axé vraiment sur les personnes vulnérables, la solidarité. Mais quand je parle de la solidarité, c'est pas de la solidarité monétaire, c'est vraiment de la solidarité des idées, le partage des idées, et puis aller demander à ma communauté, aller demander à mes réseaux pour pouvoir aider toute une communauté. Justement, comment ça fonctionne justement dans la communauté noire quand on parle ici de, comment dirais-je, en fait, leadership, pousser les Africains ou Africaines qui sont en région à développer des affaires. Comment ça se passe? Ça doit être compliqué quand même. Ils ne sont pas très très nombreux. On n'est pas nombreux, mais on est soudés, on est ensemble et on se connaît. Et puis, je le dis à travers, on peut avancer vite ou rapidement seul, mais quand on est ensemble, c'est beaucoup plus impactant. Est-ce que le fait de carrément s'éloigner, de se tenir loin des grandes, comment dirais-je, agglomérations, est-ce que c'est plus facile pour vous ou est-ce que c'est vraiment compliqué? Conseillez-vous aux jeunes Africains, parce que je vous dis ça, ce que j'ai pu constater, un peu partout dans les grandes villes du monde, quand les fameux Africains arrivent quelque part, on reste entre nous, là, dans tel coin, toujours, que ce soit Bruxelles, Paris, Londres. Il y a même des gens qui vivent à Londres qui ne sont jamais allés faire un tour au palais de Buckingham. Parce qu'ils vivent dans leur coin à eux, là, toute la vie se passe là. Alors ici, on a remarqué aussi, ça se faisait, mais là, les gens sortent un peu de Montréal et vous êtes parmi ces personnes-là, justement. Oui. Vous êtes, je pense, à Terrebonne. Je suis à Terrebonne. En fait, en 2017, j'ai décidé, on a décidé, mon mari et moi, d'acheter une maison à Terrebonne et d'aller vivre là-bas. Et depuis, écoute, je suis, comme je vous ai dit tantôt, ambassadrice de la diversité ethnoculturelle. Je travaille énormément, que ce soit avec la municipalité, les députés politiques, oui, au niveau de Terrebonne. Donc, je me suis intégrée comme il faut. Et je n'ai pas décidé, comme je te l'ai dit tantôt, de rester dans mon coin. J'ai décidé d'agir avec eux, de travailler avec eux. Donc, je ne dirais pas qu'à Terrebonne, il y a une différence entre la population noire qui est dans son coin et la population blanche. Non, on est tous ensemble et on essaie tous ensemble
ensemble, de travailler ensemble, les de gens développer sont des ouverts, idées. alors les gens vous Oui, reçoivent les gens comme sont des vraiment mères. très ouverts, mais je vais aussi dire que tout dépend de quelle politique à la ville. Bien sûr. Hein? Moi, je connais très bien le maire de Terrebonne et je sais que c'est une personne qui accorde énormément d'importance. Le maire de Terrebonne qui est Oui, monsieur... Mathieu Traversy. Qui accorde énormément d'importance à la diversité, à l'inclusion de toutes les populations, hein, que ce soit noirs, hispaniques, tout le monde. Et donc, écoute, le vivre ensemble dans ces régions-là est très bien fait. Hein? Et ça fonctionne énormément. On a une réponse à nos questions. On arrive à bien s'intégrer. On fait énormément d'activités. Tu en as parlé tantôt. Le mois de l'histoire des Noirs a été célébré en grand pompe à Terrebonne cette année. Oui. Et mais qu'est-ce qui a attiré les gens? On avait plus que 135, 140 quand même personnes. La salle était comble pour le lancement. Et puis l'année dernière aussi, c'était pareil. Et puis les gens ont soif d'être ensemble, de vivre ensemble. Et puis c'était pas juste la population noire. Hein. On avait autant de Québécois que de Noirs, justement, vraiment. Chez les Québécois, qu'est-ce qui les attirait? En fait, pourquoi est-ce qu'ils venaient là? Quand on parle de l'histoire des Noirs. Ils venaient pour découvrir. Ils venaient pour apprendre. Ils venaient pour qu'on travaille ensemble, qu'on élève nos voix ensemble. Ils nous voient dans la rue tous les jours. Ils nous voient dans le métro. Ils nous voient dans les métros, mais quand on se croise dans les métros, c'est un bonjour. Mais en venant sur place, on découvre toute une culture. Par exemple, nous, ce jour-là, on a honoré des gens, des immigrants qui ont décidé de s'intégrer pleinement et d'agir, de créer la différence. Donc, ce jour-là, les gens, en venant, ont rencontré des notaires qui sont là, qui travaillent et qui font la différence. Des jeunes athlètes comme Victoria, qui est là, qui habite à Terrebonne et qui est athlète reconnue mondialement. Hein, et on en a eu plein. Et puis ce jour-là, à travers la danse, à travers le tam-tam, le djembé, on leur a montré, et à travers juste notre accoutrement. Moi, j'étais habillée en lébou, qui est une culture africaine du Sénégal. Avec la fierté sénégalaise. Avec la fierté sénégalaise. Tu vois, et puis tout le monde était là à vraiment demander c'est quoi, c'est comment ça. Et puis j'étais fière d'expliquer que cette tenue-là était portée par ma grand-mère. Et puis les gens étaient là pour nous entendre, parce que des fois aussi, pour comprendre la personne, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et c'était juste phénoménal, c'était waouh. Et puis nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on prône au quotidien. Et puis c'est pas juste à Terrebonne, parce que on agit partout, que ce soit à Repentigny, que ce soit à Saint-Lin. Je t'expliquais que Saint-Lin, cette année aussi, le 19, a fêté pour la première fois le mois de l'histoire des Noirs, parce qu'on a une conseillère municipale, Djéné Otondiou, qui est la première femme noire là-bas. Qui est conseillère municipale. Qui a osé déclencher cette initiative. Donc, c'est beau. À Repentigny, le maire, à chaque année, ça fait 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, 4 ans, organise des vins d'honneur. Moi, je me rappelle, j'ai été à la 2e et on était peut-être 15, 20 Noirs. Cette année, et on a explosé le théâtre des Jardins. On peut dire que Montréal, ça change. Hein? Ça change. Et c'est ce qu'on veut. On veut montrer aux gens que vous pouvez vivre en région, vous pouvez consommer en région, vous pouvez y travailler et puis y vivre vraiment bien avec votre famille. Madame Fatou Diop, on a parlé pendant pratiquement 20 minutes. C'est très, très, très agréable. J'ai un petit exercice que j'aimerais vous faire faire. OK. Comme vous êtes une universitaire. C'est bon, j'aime ça. En synthèse, qu'est-ce que le public qui nous a suivis doit retenir de cette interview? Je vous laisse terminer. Donc, c'est ça. Nous, moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent vraiment de cette interview qu'on a eue aujourd'hui, c'est que tout le monde a sa place. Et je le dis tout le temps à ma communauté. D'oser, d'aller de l'avant et de croire en eux. Parce qu'on est au Québec. Moi, je le dis tout le temps, on a toutes les possibilités pour réussir et tout le monde peut réussir. Donc, d'y croire. Alors, je vous dis encore une fois, grand merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages. Ça va causer à Faux Monde.